La nuit des tortues. Chapitre 9. Le royaume de Kensuke. Un long silence douloureux tomba alors entre nous. Kensuke ne me reprocha jamais ce que j'avais fait. Il n'était pas en colère contre moi, ni même maussade. Pourtant je savais que je l'avais profondément blessé. Nous nous parlions toujours, mais ce n'était plus comme avant. Chacun de nous vivait isolé dans son cocon. Nous étions très aimables, toujours polis, et cependant nous n'étions plus ensemble. Il s'était replié sur lui-même et restait absorbé dans ses pensées. La chaleur avait disparu de ses yeux, le rire ne résonnait plus dans la maison caverne. Il ne me le dit jamais, ce n'était pas la peine, mais je compris que dorénavant, il préférait peindre seul, pêcher seul, rester seul. Ainsi, jour après jour, j'arpentais l'île avec Stella, espérant qu'à mon retour il m'aurait pardonné, que nous serions de nouveau amis. Mais il gardait toujours ses distances. Je souffrais de cette amitié perdue. Je me souviens que je retournais souvent à l'autre bout de l'île, à la colline de Guet, et que je restais des heures assis là, non plus à attendre les bateaux, mais à réciter à haute voix l'explication que je pourrais lui donner. Cependant, j'avais beau dire et redire cette explication sous toutes ses formes, je ne parvenais même pas à me convaincre moi-même. J'avais bien été déloyale. Pour finir, ce fut Kensuke lui-même qui m'expliqua les choses. Un soir, nous venions de nous coucher quand Tomodachi vint à l'entrée de la caverne et resta tapie là. Elle l'avait déjà fait une fois ou deux, peu de temps auparavant. Elle restait quelques minutes, jetait un coup d'œil à l'intérieur pour nous voir, puis s'en allait. Kensuke parla à haute voix dans le noir. « Elle perd toujours son bébé. Kikambo est bébé insupportable. Il part tout le temps. Il rend Tomodachi, mère, très triste. » Il claqua des mains pour qu'elle s'en aille. « Kikambo n'est pas là, Tomodachi, pas là !» Mais Tomodachi ne bougea pas. Elle cherchait probablement un peu de réconfort. J'avais déjà remarqué que quand les orang-outans étaient tristes ou effrayés, ils venaient souvent voir Kensuke, simplement pour être près de lui. Au bout d'un moment, Tomodachi s'enfuit dans la nuit, nous laissant de nouveau seuls, plongés dans le vacarme de la forêt et dans le silence qui s'était installé entre nous. « Je pense à beaucoup de choses, » dit soudain Kensuke, rompant le silence. « Tu dors, Mikasan » Cela faisait des semaines qu'il ne m'avait plus appelé par mon nom, depuis l'incident de la bouteille de coca. « Non, » lui dis-je. « Très bien. J'ai beaucoup à dire. Tu écoutes, je parle. Je pense à beaucoup de choses. Quand je pense à Tomodachi, je pense à ta mère. Ta mère, elle aussi perd son bébé. Elle te perd. C'est très triste pour elle. Peut-être elle cherche et ne te trouve pas. Toi pas là quand elle vient. Elle pense tu es mort pour toujours, mais elle te voit dans sa tête. Maintenant je te parle et peut-être elle te voit dans sa tête. Tu es toujours là, je sais. J'ai un fils aussi, j'ai Michiya. Lui, toujours dans ma tête, comme Kimi. Ils sont morts, c'est sûr, mais toujours dans ma tête pour toujours. » Il ne dit plus rien pendant un long moment. Je crus qu'il s'était endormi. Puis, il se remit à parler. « Je te dis toutes mes pensées, Mikasan. C'est mieux ainsi. Je reste dans cette île parce que je veux rester dans cette île. Je ne veux pas rentrer au Japon. Les choses sont différentes pour toi. Tu veux traverser la mer et rentrer chez toi, et c'est bien, bonne chose pour toi. Mais pas pour moi. Pour moi, très triste. Je vis beaucoup d'années seule ici. Moi, heureux ici. Et puis toi, venu aussi, je te déteste au début, quand tu viens. Mais après, tu es comme fils pour moi. Je pense peut-être moi comme père pour toi, toi comme fils pour moi. Moi, très triste si tu t'en vas. J'aime parler avec toi. J'aime écouter. J'aime t'entendre parler. Je veux-tu rester sur l'île, compris ? Je crois, dis-je. Mais tu fais une chose mauvaise. Nous, amis, mais tu ne me dis pas comment tu sens. Tu ne me dis pas comment tu fais. Ce n'est pas honorable. Quand je trouve la bouteille, quand je lis les mots, moi, très triste. Moi, après, je comprends. Je pense tu veux rester ici avec moi. Et tu veux aussi aller à la maison. Alors, quand tu trouves la bouteille, tu écris le message. Tu me dis rien ?
Parce que tu sais, moi triste, c'est comme ça? Oui, dis-je. Toi très jeune, Mikasan, tu fais belle peinture, très bonne peinture, comme Hokusai. Tu as longue vie devant toi. Tu ne peux pas vivre toute la vie avec vieil homme mort un jour. Alors, en pensant ces choses, je change d'idée. Tu sais comment nous faisons demain? Il n'attendit pas ma réponse. Nous faisons un feu, un grand feu, comme ça, nous prêts quand un bateau passe. Alors tu pars à la maison, et nous faisons autre chose aussi. Nous jouons au football, toi et moi, d'accord? Très bien. C'est tout ce que je peux répondre. En quelques instants, il m'avait non seulement débarrassé de toute ma culpabilité, mais il m'avait donné un tel bonheur et tant d'espoir aussi. Très bien, tu dors maintenant. Beaucoup de travail demain, beaucoup de football aussi. Le lendemain matin, nous commençâmes à construire un nouveau phare en haut de la colline au-dessus de la maison caverne. Nous prîmes une bonne partie de la réserve de bois que nous avions ramassée pour faire la cuisine et qui était stockée au sec au fond de la caverne. Il sacrifia même certaines de ses meilleures bûches. Nous ne devions pas porter le bois très loin. Nous eûmes donc rapidement de quoi faire un bon feu. Kensuke dit que cela suffisait pour le moment, que nous trouverions d'autres branches dans la forêt et que nous pourrions en ajouter un peu tous les jours. Bientôt, nous avons un feu si grand qu'il le voit au Japon peut-être, dit-il en riant. Nous déjeunons maintenant, ensuite nous dormons, puis football, oui? Un peu plus tard, dans l'après-midi, nous plantâmes des bâtons dans le sable pour marquer l'emplacement d'un but. Puis, tandis que l'un gardait le but, l'autre essayait d'entrer le ballon dedans. Le ballon était très dégonflé, et il était loin de rebondir aussi bien dans le sable qu'autrefois dans la boue du terrain de sport derrière la maison. Mais cela n'avait pas d'importance. Kensuke aurait pu avoir une canne. Il était peut-être aussi vieux que les collines, mais il savait assez bien taper dans un ballon de foot pour m'empêcher de le bloquer, et souvent en plus. Ce fut un moment formidable. Nous aurions voulu qu'il dure toujours. Entouré d'une foule de chimpanzés médusés, avec Stella qui se mêlait au jeu et courait après le ballon, chaque fois qu'on avait marqué un but, nous n'avions plus aucune envie de partir, et seule l'obscurité nous força enfin à remonter sur la colline. Nous étions tous deux si fatigués qu'on se contenta d'un grand verre d'eau, d'une banane ou deux, et qu'on alla se coucher sur nos nattes. C'est après notre réconciliation que j'appris à mieux connaître Kensuke. Son anglais ne cessait de s'améliorer, et il aimait vraiment le parler à présent. Pour une raison qui m'échappait, c'était surtout quand nous sortions pêcher dans sa pirogue qu'il était heureux de parler. Or, nous ne sortions pas très souvent en pleine mer, uniquement quand il n'y avait pas grand-chose à pêcher près du rivage et que nous avions besoin de gros poissons pour les fumer et les conserver. Lorsque nous étions en pleine mer, ses histoires affluaient. Il me parlait beaucoup de son enfance au Japon, de sa sœur jumelle. Il me dit que sa plus mauvaise action avait été de pousser sa sœur et de la faire tomber de l'arbre de leur jardin. Elle s'était cassé le bras et il repensait à elle chaque fois qu'il peignait ce cerisier en fleurs qu'il m'avait si souvent montré. Mais sa sœur aussi se trouvait à Nagasaki quand la bombe était tombée. Je me souviens qu'il m'avait même donné l'adresse à laquelle il vivait quand il faisait ses études à Londres, 22 Clanricarde Gardens. Je ne l'ai jamais oublié. Un jour, il était allé voir un match de football, c'était Chelsea qui jouait, et ensuite, il s'était assis à califourchon sur le lion de Trafalgar Square jusqu'à ce qu'un policier intervienne pour l'en déloger. Mais c'est de Kimi et de Michiya qu'il parlait le plus. Il aurait tant aimé voir Michiya grandir. Michiya, disait-il, aurait eu une 50aine d'années à présent, si la bombe n'était pas tombée sur Nagasaki. Et Kimi aurait eu exactement le même âge que lui, 75 ans. Je l'interrompais rarement quand il me racontait ces choses-là. Mais un jour, je lui dis pour le réconforter, « Les bombes ne tuent pas tout le monde. Ils sont peut-être encore vivants, on ne sait jamais. Vous devriez essayer de savoir. Vous pourriez rentrer chez vous. » Il me regarda comme si c'était la première fois qu'il envisageait cette possibilité depuis toutes ces années. « Et pourquoi pas ?» repris-je, « quand nous verrons un bateau, que nous allumerons le feu et qu'on viendra me chercher. Vous pourriez venir, vous aussi. Vous pourriez retourner au Japon. Vous n'êtes pas obligé de rester ici. » Il réfléchit un moment, puis secoua la tête d'un air résigné. « Non, dit-il, ils sont morts. Cette bombe, très grosse bombe vraiment terrible. Les Américains disent Nagasaki est détruite. Toutes les maisons, je les entends,
Ma famille morte, c'est sûr, je reste ici, en sécurité ici, je reste dans mon île. Chaque jour, nous empilions un peu plus de bois pour construire notre phare. Il était énorme à présent, encore plus gros que celui que j'avais fait sur la colline de Gay. Tous les matins, avant de descendre nous laver dans le bassin d'eau douce, Kensuke m'envoyait en haut de la colline avec ses jumelles. Je scrutais toujours l'horizon plein d'espoir et d'anxiété. J'espérais voir un bateau, bien sûr, j'espérais tant retrouver les miens, mais en même temps, je redoutais de partir. Je me sentais tellement chez moi avec Kensuke. L'idée de le quitter me remplissait d'une tristesse terrible. Je décidai de faire tout ce que je pourrais pour le persuader de m'accompagner si un bateau venait un jour. À la moindre occasion, à présent, je lui parlais du monde extérieur, et plus je lui en parlais, plus il semblait intéressé. Bien sûr, je n'évoquais jamais les guerres, les famines, les catastrophes. Je lui présentais le monde extérieur sous son meilleur jour. Il ignorait tant de choses. Il s'étonnait de tout ce que je lui disais, du four à micro-ondes dans la cuisine, des ordinateurs et de tout ce qu'il pouvait faire, du Concorde, plus rapide en vol que la vitesse du son, des hommes qui étaient allés sur la Lune et des satellites. Il me fallut lui donner bien des explications pour qu'il se représente tous ces changements. Parfois même, il ne me croyait pas, en tout cas au début. Puis, ce fut lui qui se mit à m'interroger. Il me posait surtout des questions sur le Japon. Mais je ne savais pas grand-chose sur ce pays, en dehors du fait qu'à la maison, un tas d'objets, y compris notre four à micro-ondes, portaient la mention « Made in Japan ». Des voitures, des ordinateurs, la stéréo de mon père, le sèche-cheveux de ma mère. « Moi, personne made in Japan », dit-il en riant. « Très vieille machine, encore bonne, toujours très solide. » J'avais beau me creuser la mémoire au bout d'un moment, je ne trouvais plus rien à lui dire sur le Japon. Mais il continuait à me demander « Tu es sûr qu'il n'y a pas de guerre au Japon en ce moment ?» J'en étais certain, et je le lui disais. « Ils ont reconstruit Nagasaki après la bombe ?» me demandait-il. Je lui affirmais qu'ils avaient reconstruit la ville, en espérant que c'était vrai. Tout ce que je pouvais faire, c'était le rassurer, du mieux que je pouvais, et puis lui répéter encore et encore le peu de choses que je savais. Il semblait aimer les entendre, comme un enfant qui écoute son conte de fées préféré. Un jour, alors que je venais de lui vanter une fois encore la qualité extraordinaire du son de l'appareil stéréo Sony de mon père, qui faisait vibrer toute la maison, il me dit très calmement « Peut-être, un jour, avant de mourir, je reviens chez moi. Un jour, je reviens au Japon. Peut-être. » Je n'étais pas sûre qu'il ait été vraiment convaincu de ce qu'il disait, mais au moins il envisageait la possibilité de partir, et cela me donna des raisons d'espérer. Ce fut à partir de la nuit des tortues, cependant, que je commençai à croire qu'il envisageait sérieusement de quitter l'île. Je dormais profondément quand il me réveilla. « Tu viens, Mika-san, vite, tu viens ?» me dit-il. « Pourquoi ?» lui demandai-je, mais il était déjà parti. Je courus derrière lui à la clarté de la lune et le rejoignis à mi-chemin vers la mer. « Qu'est-ce qui se passe? Où allons-nous? Il y a un bateau? » « Tu vois bientôt, très bientôt. » Stella me suivait de très près tandis que nous avancions sur la plage. Elle n'avait jamais beaucoup aimé sortir la nuit. Je regardais autour de moi, je ne vis rien de spécial. La plage semblait complètement déserte. Les vagues clapotaient mollement. La lune chevauchait les nuages et le monde semblait immobile autour de moi, comme s'il retenait son souffle. Je ne voyais pas ce qui se passait. Lorsque soudain Kensuke tomba à genoux dans le sable. Elle, très petite, parfois elle, pas assez forte. Parfois, les oiseaux viennent le matin et les mangent. C'est alors que je la vis. Au début, je crus que c'était un crabe, mais je me trompais. C'était une minuscule tortue, plus petite qu'une tortue d'eau douce. Elle sortait d'un trou dans le sable et s'efforçait de traverser la plage en vitesse pour arriver jusqu'à la mer. Puis, j'en aperçus une autre encore, et plus loin sur la plage, des dizaines, des centaines de tortues, peut-être même des milliers, qui se précipitaient vers la mer sous la clarté de la lune. La plage entière semblait vivante.
Stella en flairait une et je dus la mettre en garde. Elle se mit à bâiller en levant les yeux vers la lune, d'un air innocent. Je vis que l'une d'entre elles était sur le dos, au fond d'un trou, et qu'elle remuait désespérément les pattes. Kensuke arriva, la remit doucement sur ses pattes et la posa sur le sable. « Tu vas à la mer, petite tortue, lui dit-il. Tu vis là-bas maintenant. Bientôt tu es une grande, belle tortue, et peut-être un jour tu reviens me voir. » Il s'accroupit pour la voir partir. « Tu sais comment elles font, Mika ? Les mères tortues déposent les œufs ici. Ensuite, une nuit par an, toujours quand la lune est haute, des petites tortues naissent. C'est loin pour arriver jusqu'à la mer. Beaucoup sont mortes. Alors je viens toujours. Je les aide. Depuis beaucoup d'années, quand les tortues sont grandes, elles reviennent. Elles déposent de nouveau leurs œufs ici. Histoire vraie, Mika-san. » Je restais toute la nuit avec Kensuke pour veiller sur toutes ces naissances, tandis que les petites tortues se sauvaient vers la mer. Nous allions voir chaque trou, toujours ensemble, pour vérifier qu'il ne restait pas de petites tortues au fond, enlisées ou coincées. Plusieurs d'entre elles étaient trop faibles pour faire le voyage, et nous les portions nous-mêmes jusqu'à la mer. La mer semblait les ressusciter. Elles s'en allaient aussitôt sans avoir besoin de leçons de natation. Nous en remettions des dizaines dans le bon sens et les accompagnions en vérifiant qu'elles arrivaient bien jusqu'à la mer. Quand vint l'aube et que les oiseaux approchèrent pour fondre sur elles, nous étions là pour les chasser. Stella les poursuivait et aboyait après eux, tandis que nous courions vers eux en criant, en faisant de grands gestes et en leur jetant des pierres. Notre réussite ne fut pas totale, mais la plupart des tortues parvinrent jusqu'à la mer. Cependant, même là, elles n'étaient pas entièrement en sécurité. Malgré nos efforts désespérés, les oiseaux se jetèrent sur quelques tortues qui étaient déjà dans l'eau et les emportèrent. Vers midi, tout était fini. Kensuke était fatigué. Nous avions de l'eau jusqu'aux chevilles et regardions les toutes dernières tortues s'éloigner en nageant. Il passa son bras autour de mes épaules. « Très petite tortue, Mika-san, mais très courageuse, plus courageuse que moi. Elles ne savent pas ce qu'elles trouvent plus loin, mais elles avancent, très courageuses. Peut-être elles me donnent une bonne leçon. Je suis décidée. Quand un bateau vient un jour, et nous allumons le feu, et il nous trouve, alors je vais. Comme les tortues, je vais. Je vais avec toi. Je rentre au Japon. Peut-être je trouve Kimi, peut-être je trouve Michiya. Je trouve la vérité. Je vais avec toi, Mika-san.